Je vous demande d'accueillir pour un moment particulier sur scène Patrick Martin qui vient me rejoindre. On applaudit encore une fois Patrick, s'il vous plaît. Patrick, il vient juste d'enlever le masque. Rebonjour Patrick. Rebonjour. Cher Patrick, je sais évidemment, mais comme nous tous ici, que vous avez un plaisir particulier. Vous êtes à la maison. La terre que vous avez sous les chaussures, quand vous êtes avenue Bosquet à Paris, ne s'enlève pas. Mais vous êtes obligé de revenir et vous le faites très souvent pour remettre de la terre sous ces chaussures. D'abord, je vais vous laisser avec tous ceux qui composent votre famille et avec lesquels vous avez grandi. Je vous laisse leur partager un message et je sais qu'il est d'abord amical. Il est exclusivement amical. Hein. Bon, tu l'as dit, on se tutoie, on, va Oui. pas, on fait semblant d'être... Oui, tu as raison. Tu l'as dit, hein, moi je me sens un enfant du pays. D'abord, je suis né ici, je réside ici, je paye mes impôts ici, ce qui n'est pas absolument indifférent. Non, mais surtout, mon cœur est ici. Quand je dis ici, c'est à Lyon, mais également dans notre région. C'est l'occasion de saluer mon ami Jean-Luc Ronicher, le président du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes. Cette région a bien tenu. Évidemment, Laurent, Jean-Louis, toute la merveilleuse équipe. Philippe Guérand, à tout seigneur, tout honneur. Bon, on a entendu des choses extraordinaires hein, ce matin, moi, quand Xavier Huillard, après avoir commencé dans son discours, je dirais, s'en est émancipé, a laissé parler sa tête, bien sûr, mais ses tripes aussi. Moi, je suis très admiratif de voir un grand monsieur comme ça à la tête d'une entreprise internationale défendre des convictions que sincèrement je partage moi-même, hein, notamment sur la confiance qui doit être accordée à nos équipes, à tout notre écosystème. Quand j'entends Olivier Bogillot, il est parti, mais c'est bien, je peux le complimenter. Olivier Bogillot s'impliquer comme il le fait pour notre territoire, pour cette industrie qui est évidemment plus que jamais ultra sensible pour nos vies quotidiennes. Olivier, vous vous doutez bien qu'il est normalement occupé à la présidence de Sanofi France. Eh bien, ce que je dois vous dire, c'est qu'il consacre une part importante de son temps au MEDEF. Il s'occupe de dossiers essentiels dont je dirais un mot, par exemple des retraites. Eh bien, je crois que ça traduit ce qu'on essaie d'incarner les uns et les autres, hein, c'est-à-dire ce militantisme patronal, parce que, et j'en viens peut-être à l'essentiel de mon propos, dans la période qu'on traverse, je crois que plus que jamais, l'entreprise est au centre du jeu, et que plus que jamais, les uns et les autres, les unes les autres, on a été au rendez-vous. Alors, il ne faut pas se gargariser des enquêtes d'opinion, des sondages, de toutes ces choses qui d'ailleurs sont très fragiles et très évolutives. Mais si ça vous a échappé, dans la cote de confiance qu'ont les différents organes aux yeux de nos concitoyens, c'est tout à fait normal, c'est bien le moins. Dans la dernière période, c'est les personnels de santé qui sont en haut de l'échelle. Et on trouve qui immédiatement après? On trouve les élus locaux et on trouve les chefs d'entreprise. Et nous qui avons souvent tendance, particulièrement à Lyon, particulièrement dans cette région, à être discrets, on est opiniâtre, on sait que la vie est faite d'aléas, on sait que ce qui réussit un jour pourra échouer le lendemain. Ben, je crois qu'il faut qu'on assume cette fierté. Olivier l'a dit à sa manière, hein, s'agissant de Sanofi, de notre industrie pharmaceutique. Il ne s'agit pas de se tresser des lauriers, il ne s'agit pas de se dire qu'on est meilleur que les autres, mais enfin quand même. Dans la période qu'on a traversée, déjà sur le plan sanitaire, on a fait des choses formidables avec une réactivité, avec un sens des responsabilités. Je me permets de le dire, en tout cas en termes de réactivité, au-delà de ce qu'a pu faire l'État. Et ça s'est traduit par quoi? Ça s'est traduit notamment par le fait qu'il s'est signé 9000 accords sur le déconfinement dans nos entreprises. Dans ce pays où, soi-disant, le dialogue social n'existe pas, où, soi-disant, on est constamment dans la confrontation avec les organisations syndicales, je ne vous dis pas ça avec naïveté, il y a d'autres sujets sur lesquels on est en confrontation. Et c'est sain d'une certaine manière. Mais sur ces sujets qui intéressent directement la vie de notre pays, la vie de notre économie, la vie de nos entreprises, la vie de nos salariés, on a traversé, on est encore dans une période qui, quoi qu'en disent les commentateurs qui adorent que ça castagne, on a une richesse, une qualité et une efficacité du dialogue social qui a été remarquable. Ben, c'est quand même à mettre au crédit des chefs d'entreprise, que ce soit des chefs d'entreprise de TPE, de PME, d'ETI ou de grands groupes. De la même manière, nos entreprises se sont adaptées remarquablement. Alors, évidemment, on vient de saluer nos collègues et amis de l'événementiel, de la restauration. Je n'oublie pas ceux du tourisme, singulièrement dans notre région, ceux des remontées mécaniques. Je n'oublie pas le transport de voyageurs, toutes ces professions qui sont encore au fond du trou et qui malheureusement le resteront pour quelque temps encore. Mais enfin, d'une manière générale, quand on voit que c'est en France qu'après
un arrêt le plus brutal par rapport à tous les pays de l'OCDE, les entreprises, l'économie ont le plus rebondi, c'est quand même à mettre un autre actif aussi dans le bâtiment, où l'activité s'est quasiment arrêtée. Xavier Huillard le disait tout à l'heure, on a le rebond le plus fort d'Europe, et dans beaucoup d'industries, c'est le cas aussi. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est au rendez-vous, et ça contribue à ce que finalement, sans toujours le dire, parfois même en n'en étant même pas conscient, nos concitoyens ont chaque jour un peu plus les yeux tournés vers l'entreprise. Je ne vais pas reprendre ce qu'a dit beaucoup mieux que moi Xavier tout à l'heure, mais là où effectivement on était attendu sur le champ économique et social, on est dorénavant attendu sur le champ des valeurs, sur le champ de l'environnement, et il nous appartient d'être au rendez-vous. C'est très spectaculaire, et vous le vivez chacun, de voir que dans nos recrutements, bien sûr à des niveaux de diplôme élevés, mais c'est vrai d'une manière plus générale, de voir que bien souvent, évidemment, on a les questions sur la nature du poste, évidemment, on a les questions sur le salaire, sur les avantages sociaux, mais progressivement, on voit émerger des questions auxquelles on n'était pas habitué, en tout cas à ma génération. Quelles sont vos valeurs? Quel est votre engagement sociétal, etc., etc. Et c'est très bien comme ça. Mais ça nous oblige, ça nous oblige. Il ne faut pas que ça reste un exercice de style et que le patronat se dise il faut faire genre, il faut produire des rapports RSE, j'en passe et des meilleurs, il faut que ça corresponde à un contenu. Et j'en viens à la vie du MEDEF. C'est un parti pris qu'avec Geoffroy, derrière Geoffroy, on a pris dès le mois de juillet 2018, c'est-à-dire dès après l'élection de Geoffroy, que d'aller sur ce terrain, je dirais de manière également militante. On ne perd rien de nos fondamentaux. La fiscalité reste un enjeu essentiel, le droit social reste un enjeu essentiel, la compétition internationale, l'aménagement du territoire, autant je dirais, d'incontournables dans le combat et dans l'action et la réflexion du MEDEF, mais il faut se projeter également sur ces enjeux. Ça s'est traduit par la raison d'être qu'on a adoptée à 98,5%, alors que quelques mois auparavant seulement, dans nos rangs, certains se disaient tout ça c'est de la foutaise, c'est de la poudre aux yeux. Donc on est sur ce terrain-là. Je pense que ça a contribué à ce que le MEDEF, dans cette période qui s'est ouverte brutalement et contre toute attente début mars, le MEDEF a pesé peut-être plus qu'il aurait pesé à aucun autre moment dans l'histoire. C'est pas le bureau des légendes que je vous raconte, mais soyez bien conscients, et ça s'est vérifié dans nos départements, dans nos régions, dans les 84 fédérations professionnelles que regroupe le MEDEF, soyez bien conscients qu'on a eu de la part du gouvernement une qualité d'écoute sans équivalent dans l'histoire. Sans équivalent dans l'histoire. Parce que le gouvernement lui-même a été aussi pris au dépourvu, aussi désemparé qu'on l'a été nous-mêmes. Pour illustrer mon propos, on a co-construit avec le gouvernement le PGE. On a co-construit avec le gouvernement et les organisations syndicales le régime très amélioré d'activité partielle, de la même manière qu'on est à l'origine. Non, rendons à César ce qui est à César. Lui-même, mais tout de suite le MEDEF s'y est associé, le régime d'activité partielle de longue durée. De la même manière qu'on s'est battu pour améliorer le fonds de solidarité. Moi, j'ai le souvenir, c'est des petites anecdotes, mais pour vous dire en quoi consiste notre existence militante, j'ai le souvenir de discussions assez violentes, en tout cas, non pas violentes, mais assez rudes, avec Gérald Darmanin, qui était à l'époque le ministre du Budget, sur le fonds de solidarité, parce qu'on savait très bien que parmi nos adhérents, des indépendants, des petits entrepreneurs, avaient des problèmes de fin de mois immédiats. Donc on a été sur la balle avec une bonne qualité d'écoute, et je pense que ça a largement contribué à ce que notre économie échappe au collapse immédiat et soit mise sous respiration artificielle, si je peux employer cette comparaison qui est un peu déplacée dans la période sanitaire qu'on traverse. Il n'empêche qu'il y a eu des attitudes et des propos un peu malencontreux qui peuvent laisser croire à nos concitoyens, peut-être à certains entrepreneurs, que cette respiration artificielle, elle va durer éternellement. Je veux parler de quoi? Je veux parler des propos du plus haut responsable de l'État et du pays d'ailleurs, nous disant il n'y aura pas un licenciement, il n'y aura pas une faillite. Je veux parler de ces débats, peut-être que Nicolas Bouzou, s'il est encore là, me reprendra, sur l'annulation de la dette ou sur la dette perpétuelle, qui peut introduire dans l'esprit de certains que finalement jamais rien n'arrivera. Il n'en demeure pas moins que les comptes sociaux dérivent, et les comptes publics d'une manière générale dérivent d'une manière effrayante,
et qu'à un moment donné, il va falloir que ce pays se ressaisisse. Et notre conviction, et ça se vérifie dans les faits, c'est qu'il ne se ressaisira que grâce aux entreprises. Et donc on a été de la même manière très contributeur au plan de relance. Mon épouse étant là, elle pourra en témoigner. L'été a été relativement occupé, hein, voilà, par des discussions. Enfin, elle peut en témoigner, je ne suis pas en train de dire qu'elle s'en est réjouie, hein, qu'on se comprenne bien. L'été était donc normalement occupé, ou plutôt très occupé, pour contribuer à l'élaboration de ce plan. Ça a été dit tout à l'heure, on a un gros regret, c'est que nous avions demandé que ce plan soit présenté dès le projet de loi de finances rectificative numéro 3, c'est mieux que les épisodes de la série des légendes, c'est-à-dire dès le mois de juillet, plutôt que, comme c'est le cas, dans le cadre du budget 2021, puisque ça nous aurait permis de gagner 6 mois. Le pronostic qu'on a sur la situation, c'est que, évidemment, il y a des licenciements qui s'annoncent, pas aussi massifs qu'on aurait pu le craindre, que ça va nécessairement créer une crispation et une inquiétude dans l'opinion publique, chez les consommateurs, que, de manière quasi certaine, les 75 à 100 milliards d'euros d'épargne supplémentaires qui sont constitués ne reviendront pas dans le circuit. Et on peut même craindre, même si ça ne se vérifie pas à ce jour, que la consommation qui a rejoint son niveau normatif se dégrade un petit peu. Et donc, il aurait été préférable que ce plan soit lancé avec quelques mois d'avance. Ça n'est pas le cas. Sur le contenu du plan, on est assez satisfait parce que c'est historique, ça mérite d'être souligné. On est sur un plan qui est axé sur la politique de l'offre. Évidemment, jamais rien n'étant parfait, la politique de l'offre, elle ne produit d'effet que dans le temps. Mais ça vaut beaucoup mieux que d'avoir injecté du pouvoir d'achat massivement, je le redis au même moment où l'épargne des ménages a augmenté considérablement, parce que ce pouvoir d'achat se serait traduit surtout par des importations, et c'est l'appareil productif sur lequel il faut travailler. Voilà, je ne rentre pas dans les détails, il y a quand même dans ce plan de relance 2 grandes victoires, j'ose le dire, 2 grandes victoires de nous tous, des entrepreneurs, du MEDEF. C'est tout le volet sur l'emploi. Je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit et que je rejoins totalement, notamment sur l'alternance sous forme d'apprentissage ou de contrat de professionnalisation. On s'est battu comme des chiens pour que ces dispositifs aboutissent. Ils ont abouti. Notre responsabilité, je dirais presque morale aujourd'hui, c'est de renvoyer l'ascenseur non pas à l'État, mais aux jeunes. Parce que si on ajoute de la désespérance à la désespérance, et si les 700 000 jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi ou en formation se cassent le nez contre le mur de l'entreprise, ça sera à tous égards très gênant. Ça sera d'ailleurs gênant pour nos entreprises, qui peut-être moins aujourd'hui, mais certainement demain, auront de nouveau besoin de ces compétences dans le cadre de leur transformation. Le deuxième volet, c'est les impôts de production. Vous avez tous suivi ça, ça fait des années que le MEDEF est au combat, pas seul, mais principalement au combat sur les impôts de production. On va voir 10 milliards de baisse d'impôts de production. Moi, j'ai fait le chiffrage pour mon entreprise, c'est tout sauf neutre. On est très content. Évidemment, ça n'est qu'une partie du chemin, et on commence à dire au gouvernement que ce n'est pas pour solde de tout compte, puisque si on devait rejoindre la moyenne européenne, c'est bien de 35 milliards de baisse d'impôts dont on aurait besoin, et je ne parle même pas de la comparaison avec l'Allemagne. Et au milieu de ces 2 dispositifs, ou ces 2 séries de dispositifs, il y a toute une palette d'autres mesures, tout ce qui est fait pour la rénovation thermique et qui va soutenir à bout de bras la filière bâtiment, y compris les producteurs de matériaux, tout ça est très bien. Mais il faut surtout ces dispositifs sur l'hydrogène, sur l'aéronautique, sur le bâtiment. Il faut qu'on réponde ou qu'on présente des projets. Il va y avoir des appels à projets. Et là aussi, le MEDEF Lyon-Rhône en toute priorité, va être au rendez-vous pour vous aider à monter ces dossiers, parce que la France reste la France. Il y a forcément des procédures, il y a forcément des dossiers. Mais il faut très vite aller chercher l'argent. C'est terrible de la part d'un responsable patronal de dire ça, mais on est dans une période exceptionnelle. Geoffroy a été taxé par quelques commentateurs un peu narquois, un peu moqueurs, qui disaient « le MEDEF est devenu keynésien ». On s'en fout. L'urgence de la période fait qu'on n'est pas dans les doctrines économiques. Donc on est au combat. Tu me regardes d'un œil menaçant, je sais que je suis bavard. Je dis simplement qu'on ne va pas traiter naïvement le sujet du télétravail. On a engagé, parce qu'on ne pouvait pas se dérober, une négociation. N'ayez crainte, on peut penser ce qu'on veut du télétravail, et d'ailleurs dans nos rangs, il y a des points de vue très divers. On ne va pas se laisser embarquer vers quelque chose de contraignant. Le congé paternité, c'est une évolution sociétale qui est inéluctable. Donc on ne peut pas se cabrer, même si au final ça va coûter 300 millions d'euros à nos entreprises et que ça ne tombe vraiment pas au bon moment parce qu'on a d'autres chats à fouetter en ce moment.
Mais on ne va pas au combat là-dessus. Olivier sera singulièrement à la manœuvre. La réforme des retraites, on a accepté de la mettre entre parenthèses avec les organisations syndicales réformistes qui, comme le MEDEF, se montrent responsables en ce moment. Mais il faudra évidemment revenir sur le sujet parce que ce qui était vrai avant le Covid l'est infiniment plus aujourd'hui en termes de déficit et d'endettement. Et puis la réforme de l'assurance chômage, sur laquelle le gouvernement semble un peu plus déterminé que pour les retraites. N'ayez crainte, on est sur la balle également. Merci. Merci Patrick. Alors, conquérant, combattant, on le sait, on l'admire et merci déjà au nom de nous tous de le faire aussi bien. Merci aussi de te prendre tous les scuds dans la figure parce que finalement, ce qu'on oublie dans ce métier-là, en tout cas dans cet engagement-là, comme dans beaucoup d'engagements, c'est que tu gères 80% d'emmerdes et souvent à notre place. Donc merci de le faire. Et tu n'as pas été trop bavard parce que on a encore quelques minutes ensemble. Juste ces quelques minutes, je voudrais te poser quelques questions qui nous reviennent justement des réseaux. Et tu es évidemment avec le réseau tous les jours. Mais on est entre nous. Il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de micro, il n'y a pas de photographe. Juste entre toi et moi, la reprise, est-ce que tu y crois réellement? Est-ce qu'elle est vraiment là ou pas? Est-ce qu'on se ment? Est-ce qu'on est juste en train de tous de fantasmer ou pas? Qu'est-ce que tu peux dire à ce sujet pour ceux qui se posent la même question? Alors, je fais une réponse. Il faut être très modeste, hein, les uns les autres. Toi, tu l'es plus que quiconque, alors que tu pourrais ne pas l'être. Il faut être très modeste. On est face à des situations, à des événements sans précédent. Mais il n'en demeure pas moins que, au double titre de mon entreprise, qui, par son activité, est un mini-laboratoire conjoncturel, mais surtout au titre du MEDEF, de manière affirmative, et c'était le parti pris de la REF que tu évoquais tout à l'heure, qui était une manifestation formidable. Oui. Notre conviction, c'est que la reprise est là. J'ai évoqué tout à l'heure la reprise dans le bâtiment, elle est incontestable. En moyenne des secteurs d'activité, la reprise est là. Je ne reviens pas sur ce qu'on sait tous, l'aéronautique, la filière tourisme au sens large. L'automobile. Elle est là, mais elle est fragile. Et c'est l'occasion de dire, parce que c'est malheureusement l'actualité, qu'il nous faut de la part de l'État des décisions courageuses, parce que la priorité sanitaire, on ne la conteste pas, mais il faut des décisions concertées, pragmatiques, je veux dire par là, adaptées au métier et adaptées au territoire. Et pas plus tard qu'hier, on a eu une discussion assez virile avec Bruno Le Maire pour dire pour ces professions à Marseille, mais à Lyon également, qui sont de nouveau frappées, il faut passer à la cadence supérieure pour les soutenir, parce que sinon ce sont des filières d'excellence, des milliers de chefs d'entreprise qui perdront finalement leur vie peut-être pas physiquement, mais leur vie professionnelle, et il y a beaucoup d'affect là-dedans. Et donc, on ne rigole plus. Oui, il faut des mesures sanitaires, mais l'entreprise qui a été la plus touchée en termes de perte de valeur dans cette période du Covid, l'entreprise ne doit plus être la variable d'ajustement. Évidemment. Juste un mot. Bien sûr, ça s'applaudit et ça s'encourage. Le fait que tu puisses avoir ces discussions viriles, évidemment, nous arrange parce que tu le fais en notre nom. Il y a quelque chose qu'il ne faudrait peut-être pas oublier aussi, c'est que le combat, il est là au jour le jour pour tous les gens qui t'appellent au quotidien, qui vous appellent dans les MEDEF territoriaux, dans les MEDEF régionaux, partout. Le combat, il est pour aujourd'hui, pour demain, pour après-demain. Mais on n'oublie pas aussi que ce combat, il est pour la France de dans 20 ans également. On construit quelque chose qui doit être un modèle qui va nous servir dans 20 ans et dont on devra aussi continuer à récolter les fruits dans 20 ans. Oui, bien sûr. Et j'adhère, je souscris totalement à ce qu'a dit avec beaucoup de foi, de conviction Olivier tout à l'heure. La donne est déjà objectivement complexe, mais elle le devient d'autant plus qu'il y a une idéologie, et j'emploie délibérément le terme, il y a une idéologie que, de mon point de vue, on doit contrer dans le cadre d'un débat respectueux, d'un débat rationnel, qui voudrait que la solution soit dans la décroissance, qui voudrait que le progrès technologique n'amène à rien, et qui voudrait enfin, et sur le plan du principe, sur le plan politique, au sens le plus noble du terme, je pense que c'est ce qu'il y a de plus choquant dans ces postures, qui voudrait que la pédagogie, les incitations ne réussissent pas, ne marchent pas, et que tout doive passer par la contrainte. Je prends un exemple. Moi, en tant que citoyen, savoir qu'un comité Théodule va décider des publicités que j'ai le droit de regarder ou de ne pas regarder, je dis qu'on met le bout du doigt dans un engrenage, on ne sait pas où ça peut nous amener, et moi, les directeurs de conscience, j'aime pas trop. Donc il faut qu'on soit
puissamment sur ce débat-là, dont on se serait bien passé, Bien sûr. mais qui est aussi le débat de la jeunesse. Oui. Dans nos familles, moi je le vis, c'est vrai que ce sont des thèses qui sont reçues, qui sont parfois portées. Nos enfants ne sont pas idiots, sinon ça ne serait pas nos enfants. Évidemment. Donc il faut pas non plus qu'on soit dans une attitude d'hostilité et de polémique. Il faut aller au fond de ces sujets-là, mais on est convaincu que c'est par la croissance vertueuse, frugale, qu'on s'en sortira. C'est par le progrès technique en support de cette croissance vertueuse et frugale, et c'est par l'adhésion des citoyens, des consommateurs, des entrepreneurs qu'on s'en sortira, et certainement pas à la schlag. Et merci de le dire comme ça. On va juste rappeler d'ailleurs aux gens qui ont le temps de travailler sur des sujets minables comme ça dans des communautés modules, qu'ils nous rendent des comptes pour savoir s'ils ont déjà bien fait le boulot d'avant, qui lui emmène la France vers le haut plutôt que de la tirer vers le bas. Ceux dont tu parlais, qui ratent leur mayonnaise dans leur fauteuil. Non mais c'est exactement ça. Je me suis senti un peu concerné. C'est vrai pour la mayonnaise. Oui, c'est bien fait pour toi. Il y a un sujet, je voudrais terminer là-dessus, alors qui est régional, qui est local, mais qui est un sujet national depuis les dernières élections, qui nous amène vers des citoyens qui veulent beaucoup plus de responsabilité en termes de développement durable, en termes d'environnement, d'écologie, même si le mot écologie a été galvaudé par des gens qui l'ont trop politisé, alors que la question écologique, elle concerne tout le monde avec n'importe quelle valeur politique. Si je reviens sur l'accord de Paris, est-ce qu'il est toujours d'actualité, alors qu'on est en train de se poser la question quelques années après? Et le MEDEF là-dedans, l'objectif de 2050 dans ce contexte? Ben, on en mesure bien les contraintes, on mesure les remises en cause que ça va occasionner, mais on partage totalement les objectifs. J'évoquais la raison d'être dont s'est doté le MEDEF il y a maintenant bientôt 2 ans. Agir ensemble pour une croissance responsable. On pourrait dire c'est un truc convenu. Non, chacun de ces mots a un sens. Il n'y a pas débat sur les objectifs. Oui. C'était pas forcément vrai il y a quelques années, y compris dans les échanges qu'on pouvait avoir avec les écologistes. On avait une divergence sur les objectifs. Il n'y a plus de débat sur les objectifs. C'est sur la manière et c'est sur le tempo. J'ai eu l'occasion il y a quelques jours de parler avec un grand édile local lyonnais et je lui disais, mais écoutez, allez dans la vallée de l'Arve, vous irez expliquer aux décolleteurs qu'ils sont en train de suicider la planète. Vous allez surtout leur expliquer comment demain matin, on va leur retrouver un travail dans lequel ils s'épanouiront, qui leur permettra de vivre correctement et qui permettra à leur territoire de ne pas s'effondrer. C'est là qu'il y a un débat. C'est comment y arriver, mais certainement pas par la décroissance. Donc oui, on est toujours aligné sur ces objectifs et on est convaincu que la France a des ressources, notamment dans sa recherche, qu'elle soit publique ou privée, qui nous permettent d'y arriver. Mais il faut lever le frein à main, il faut lâcher les chiens, je dirais. Et les impôts de production sont une manière de réponse. Évidemment. Et juste on termine dans ce que tu nous dis là, le comment y arriver ne s'apprend pas dans les partis politiques, ne s'apprend pas dans des hautes écoles. Le comment y arriver, il s'apprend sur le terrain quand on va visiter chacune des entreprises, des usines, des cabinets qui sont représentés ici et au contact de la vraie vie. Merci cher Patrick de partager ça. Cette Odyssée 2020 a eu lieu. Le petit mot que tu voudrais que chacun retienne. Ce soir, quand ils vont se quitter après cette belle journée, tu aimerais qu'ils repartent avec quoi, toi ? Qu'ils repartent comme ils sont arrivés, mais plus encore avec la conviction, mais étayée rationnellement, qu'on a un rôle majeur, que cette période, bien sûr, va provoquer de la casse, mais elle crée des opportunités formidables. Et je vais finir sur un commentaire presque personnel. Moi, dans mon entreprise, qui est 100% familiale, 2500 salariés, j'ai validé au mois d'avril, à la grande surprise notamment de mes syndicats, un investissement de 100 millions d'euros. Comme je ne suis pas absolument suicidaire, je prouve par mes actes que je crois à ce que je dis. Et que tu l'incarnes bien. Patrick Martin est avec nous en famille ici, dans cette cousinade. Merci beaucoup. Merci cher Patrick.